avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir sur le miroir de la femme et bonne fête de l'an musulman à toute la Oumma islamique. Cela dit, l'association islamique nigérienne de bienfaisance a tenu ce matin la 17e édition du Grand Prêche à l'occasion du nouvel an musulman, 1er Muharram 1442 dans l'enceinte de la mosquée de vendredi du Grand Marché de Niamey. Haïssa Adamou, Ibrahim Kantama pour d'autres précisions. Le vendredi 21 août 2020 correspond au premier jour du nouvel an musulman. Il s'agit de la date correspondant au premier jour de l'année 1442 de le calendrier musulman, jour déclaré férié par les autorités. Pour rappeler aux musulmans l'importance et la signification de ce jour, l'association islamique nigérienne a organisé sa 17e édition du Grand Prêche à la mosquée de vendredi du Grand Marché de Niamey. Nous avons programmé à l'occasion de ce Grand Prêche plusieurs thèmes, notamment l'historique de la musulman, le tawhid, l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons aussi prévu la solidarité et la cohésion de l'Umma islamique. Ça, c'était aussi un thème. Nous avons aussi prévu le droit des femmes, des enfants avec leurs parents et vice-versa. Et aussi, il y a l'importance de la finance islamique pour la communauté. Donc, ce sont les 6 thèmes que nous avons prévus pour qu'on puisse aider ou accompagner la communauté pour que ces thèmes-là aussi importants soient animés par les éminents oulémas pour permettre à la communauté musulmane de bien profiter de ces connaissances islamiques. Il faut noter que durant ces grands prêches, la question sur les droits de la femme et de l'enfant en islam a été au programme. Vous comprenez bien que la femme elle est à la base de toute société, qu'elle soit musulmane ou pas. La preuve, c'est l'être qu'Allah avait honoré en consacrant dans le Coran la sourate An-Nisa, sourate spécialement dédiée aux femmes, sourate An-Nisa. Vous savez qu'il n'y a pas meilleur honneur que ça. Et la grande place prouve cela, la présence. Parce que la femme, c'est une école, comme l'a dit l'islam. Une fois elle est éduquée, elle est bien éduquée, toute la famille, toute la communauté est éduquée. Et vice versa. C'est pourquoi nous sommes très ravis de voir nos sœurs, nos femmes, nos filles sont encore en masse dans cet événement, parce que ça prouve que, Inch'Allah, le message passera et que ces enseignements qu'elles vont avoir, Inch'Allah, sera transmis, Inch'Allah, aux enfants, aux petits-enfants, et que Allah subhanahu wa ta'ala rende notre communauté pieuse et que nous soyons utiles pour notre pays et pour notre communauté musulmane, Inch'Allah. Le secrétaire général de la dite association n'a pas manqué de faire quelques recommandations pour la multiplication des bonnes œuvres en ce mois béni. Bonne fête de la musulman à toute la Oumma islamique.
Suite au coup d'État militaire intervenu au Mali depuis le 18 août dernier, la situation évolue depuis lors. La communauté internationale s'applique davantage dans la gérance de la situation. L'acteur de la société civile nigérienne, Maman Bachar, nous fait une analyse sur la situation actuelle au Mali, suivant un extrait de son intervention avant de le retrouver plus en partie magazine de ce journal. Les sanctions, elles sont prononcées et que je trouve de positions qui ne sont pas souvent très réalistes, parce qu'aujourd'hui, demander de rétablir un président démissionnaire après un coup de force qui est appuyé par les forces vives dans un pays comme le Mali, qui a déjà connu 4 coups d'État, et ça me paraît vraiment illusoire. Peut-être c'est une façon de placer la barre haute pour obtenir un minimum. Mais à l'heure actuelle, comment les choses se passent, si ces militaires-là donnent des garanties qu'ils vont organiser rapidement des élections et que les forces vives du pays participent véritablement à la formation du gouvernement et aux principales décisions qui doivent être prises, je pense que c'est illusoire de penser que par ces mécanismes-là, notamment les sanctions prises par la CEDEAO, l'Union européenne et autres, pourraient amener ou forcer les militaires à remettre le pouvoir à IBK. Je pense que ce qui serait réaliste serait plutôt de faire en sorte que rapidement on fasse une transition la plus courte possible et organiser des élections libres, transparentes et équitables. Maman Bachar, que vous retrouverez donc en fin d'édition. Parlons à présent de la situation que vivent les filles domestiques dans notre pays, pour signaler qu'à part la Convention relative aux droits des enfants, il n'existe pratiquement pas de test juridique protégeant cette tranche vulnérable de la population, d'où l'importance de certaines ONG qui militent en faveur de ces domestiques. Nous nous sommes entretenus à ce sujet avec le président de l'Association de défense du droit des jeunes filles domestiques. Pour ces filles, malheureusement, en dehors de la CEDE, il n'y a pas un texte juridique qui les protège, malheureusement. Et c'est conformément seulement au texte de CEDE et certains textes additionnels que ces filles-là sont peut-être un peu protégées. Elles travaillent, comme on dit, de manière clandestine, parce qu'il n'y a pas un contrat expressément écrit entre l'employeur et elle. C'est-à-dire que c'est vraiment un contrat tacite qui les lie entre les deux parties. C'est que à tout moment, l'employeur peut les remercier sans préavis d'avance. Voilà, c'est ça, malheureusement, aujourd'hui, les filles, on les voit, elles passent quelques jours ici, par-ci, par-là, et c'est fini, on les remercie, ou on les accuse de vol, ou vraiment de pratiques que nous connaissons. Ou bien parfois, elles sont harcelées par le mari de l'employeur, donc la femme. Et quand les salaires arrivent, en ce moment, on crée une situation pour pouvoir ne pas la payer, on l'accuse de vol ou de choses comme ça. Voilà, vous voyez comment elles sont comme ça partout au Niger, c'est comme ça qu'elles travaillent. Bon, en cas de litige, si elles arrivent à nous toucher, malheureusement c'est ces cadres-là parce que la plupart viennent du milieu rural, elles ne connaissent même pas s'il y a une structure de ce genre pour leur défense. Et généralement, elles font appel à la police ou à la gendarmerie. Et à ce moment, peut-être on nous touche pour pouvoir intervenir. L'intervention que nous faisons, on les appuie au niveau judiciaire pour pouvoir arracher leurs droits, parce que c'est le mot qu'il faut utiliser. Et s'il faut aller au tribunal, on intervient au niveau des juges du mineur pour pouvoir les défendre.
Parlons toujours de la jeune fille, cette fois-ci pour parler du mariage des enfants, qui est une pratique qui prend de plus en plus forme dans nos sociétés. Pourtant, il n'est pas sans conséquences sur ces enfants. Ralia Sami s'est intéressée à ce sujet, suivant son reportage. Effet de mode ou pratique socio-culturelle néfaste, le mariage des enfants est devenu un phénomène planétaire. Le Niger ne fait pas exception à la règle. Il bat d'ailleurs le record mondial de mariage précoce avec un taux de 112%. Cette pratique était l'œuvre des populations rurales, surtout les jeunes filles analphabètes. Aujourd'hui, le mariage précoce n'épargne pas les citadines et touche aussi les adolescentes en cours de scolarisation. Leur voix compte peu. L'un des facteurs qui font que le mariage des enfants persiste et prend de l'ampleur, c'est l'ignorance par les jeunes filles et leurs parents des conséquences liées au mariage des enfants, dont les plus fréquents sont la fistule et la déscolarisation de la jeune fille. Kuna tare da shi? Yana gida. Yana zauwa da ganin ki? Tuna tsari. A ni ba sani ba da kan ina yayin da aka rarrama. Shekara ta 15. Ina da ciwon nono. Ni ban san ko me ya kawo mini shi ba amma ta ina yayin. An kula da ni. Yanzu da dama. Pour lutter contre ce phénomène, plusieurs ONG nationales et même internationales travaillent à côté de l'État. Nous disons que au niveau des chefs religieux, au niveau des chefs coutumiers, il faudrait qu'ils sensibilisent les hommes pour qu'ils prennent des décisions à temps pour l'évacuation. C'est pas quand la femme est en travail qu'on va chercher les moyens de l'évacuer. Donc il y a plein de problèmes. Et eux, les leaders, doivent être en mesure, au cours de leur prêche dans les mosquées, d'amener les hommes vraiment à prendre conscience des risques que courent les femmes pendant les grossesses et pendant les accouchements. L'autre aspect, c'est la planification familiale. Après chaque accouchement, même pas une femme victime de la fistule, à plus forte raison, celle qui a été victime de la fistule, c'est les méthodes de contraception de longue durée qu'on instaure systématiquement pour permettre à la femme d'avoir une bonne cicatrisation et ensuite d'avoir une grossesse qui se développera très bien et qu'elle n'aura pas beaucoup de problèmes à l'accouchement. Au bout de 3 ans qu'on leur donne, puisqu'on leur place l'implant ou bien le DU, c'est-à-dire le dispositif intra-utérin, au bout de 3 ans, il y en a qui gagnent des centimètres même en taille. Donc, et toutes les femmes que nous accompagnons au niveau du centre, elles sont automatiquement sous couverture contraceptive à cause de leur santé. Ça, c'est obligatoire parce que sinon, si elles ont une grossesse, d'abord qu'elles ne peuvent pas accoucher par voie basse, c'est-à-dire naturellement, qu'il faut une césarienne. Donc, le nombre de césariennes sera limité à 3. Donc, déjà, le fait qu'elles aient déjà perdu le premier enfant, vous voyez, ça limite les enfants au niveau du couple. Quand elles suivent les conseils, c'est un avantage. Un avantage pour la famille, pour la communauté, mais pour sa santé, elle aussi, pour pouvoir bien éduquer ses enfants. Pour une lutte efficace contre cette pratique traditionnelle néfaste à la santé et au bien-être des filles, il faudrait amener les leaders d'opinion, leaders religieux et aussi la société civile à s'engager pleinement dans la lutte car elle nécessite l'implication de tous. C'est une mission certes difficile mais pas impossible. Et place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée, comme annoncé, à l'analyse faite par l'acteur de la société civile nigérienne Maman Bachar sur l'actualité au Mali. Très bonne réception, bonsoir et bon début de week-end. Ce qui se passe au Mali, analysé de près, on peut considérer qu'il résulte de plusieurs crises, des crises liées notamment à la gouvernance, donc résultant d'une contestation des élections législatives passées où un certain nombre de députés seraient auteurs ou co-auteurs et j'allais dire même complices de certaines fraudes massives n'ayant pas permis
si vous voulez, la traduction fidèle de ce qui a été voté par les citoyens. Donc il s'en est suivi une contestation tous azimuts, donc doublée avec la mauvaise gouvernance du système sécuritaire malien qui, malgré d'importantes dépenses dans le budget national, se trouve avec des difficultés réelles pour pouvoir assurer une présence de qualité, notamment dans le Nord Mali, à savoir Ménékan, Kidal et Gao. Donc cela constitue déjà un problème majeur pour l'armée qui était confrontée doublement, non seulement à un problème de gouvernance, mais également à un problème en vérité d'intégrité de gouvernants qui sont chargés notamment de la gestion des fonds alloués donc à la sécurité et à la défense. Donc il s'en est suivi de forts soupçons de détournement des deniers publics, si bien que les ressources donc allouées à cette défense-là ne sont presque jamais utilisées à bon escient, en tout cas adéquatement par rapport aux attentes de ces forces armées-là. Il y a eu finalement une rupture de confiance entre les dirigeants et les dirigés, et cela malgré la forte présence des forces étrangères et de la communauté internationale qui est venue appuyer les efforts en tout cas de stabilisation du Mali. Ici vous avez les forces Barkhane, un peu MINUSMA et bien d'autres structures, notamment celle de la CEDEAO, qui sont venus renforcer un peu les efforts de ce pays frère pour qu'il retrouve sa stabilité. Mais à toute cette crise sécuritaire qui dure maintenant presque 8 ans, c'est ajouté à une crise de gouvernance liée à la contestation du régime dirigé par M. Ibrahim Boubacar Keïta, dont en tout cas les sous-noms de contestation étaient atteints déjà pendant le mois de carême. En plein carême, les gens se sont déplacés de toutes les régions du Mali pour venir faire des grandes manifestations à Bamako pour demander la démission du président en exercice. Donc, et comme vous le savez, très souvent, les contestations populaires par elles-mêmes, en tout cas dans les pays africains, n'ont presque jamais pu arriver à dégager véritablement de manière directe un régime. Il faut toujours quelque part une intervention armée, notamment des militaires, pour pouvoir maintenant traduire en acte de force cette volonté populaire. Au moment où le coup d'État est intervenu, il y avait déjà eu, si vous voulez, des efforts de négociation menés par notamment la CEDEAO pour parvenir effectivement à faire en sorte que les Maliens parviennent à s'entendre sur l'essentiel, c'est-à-dire vraiment l'unité du pays, sa sécurité. Et dans cette foulée-là, il y a eu l'acceptation, y compris de l'annulation du vote des députés contestés qui ont fini par démissionner. Il y a eu la proposition de la formation d'un gouvernement d'union nationale pour intégrer y compris les forces vives qui étaient à la tête de contestation dirigées par l'imam Diko. Mais tous ces efforts n'ont pas suffi en vérité pour contenter
les revendications populaires qui étaient celles justement de pouvoir faire partir le régime, de le changer parce qu'il est arrivé presque à son bout de souffle, parce que tout simplement non seulement il ne parvient plus donc à se faire écouter par la population, mais il est surtout gangréné par une très forte corruption et j'allais dire, une tendance à transformer le régime à une espèce de pouvoir familial. Donc, et vous savez, en Afrique, jusqu'à quel point ça crée des frustrations à ce niveau-là. Et ce qui a, j'allais dire, encore aggravé les choses, c'était un peu les quelques photos qui étaient distribuées dans les médias et autres réseaux sociaux où on voyait le fils du président lui-même. Bon, vraiment, c'est vrai, c'est sa vie privée, en tout cas, se baladant avec des jeunes femmes à peine habillées. Donc, c'était choquant. Ce qui voulait une goutte d'eau qui a fait déborder pratiquement le vase. Donc, démontrant, pour ainsi dire, que le régime était insouciant, qu'il était plutôt orienté vers la jouissance de l'exercice du pouvoir que de répondre véritablement donc aux préoccupations du peuple souverain. Donc ce qui a amené cette contestation et finalement les militaires qui, quoique nommés donc par le président Ibeka, donc se sont organisés à partir d'une mutinerie pratiquement renverser le régime d'Ibeka et lui demander le même soir de présenter sa démission. Donc ce qui fut fait. Bon, pour le moment, les sanctions, elles sont prononcées et que je trouve de positions qui ne sont pas souvent très réalistes, parce qu'aujourd'hui, demander de rétablir un président démissionnaire après un coup de force qui est appuyé par les forces vives dans un pays comme le Mali, qui a déjà connu 4 coups d'État, et ça me paraît vraiment illusoire. Peut-être c'est une façon de placer la barre haute pour obtenir un minimum. Mais à l'heure actuelle, où comment les choses se passent, si donc ces militaires-là donnent des garanties qu'ils vont organiser rapidement des élections et que les forces vives donc du pays participent véritablement donc à la formation du gouvernement et aux principales décisions qui doivent être prises, je pense que c'est illusoire de penser que par ces mécanismes-là, notamment les sanctions prises donc par la CEDEAO, l'Union européenne et autres, pourraient amener ou forcer donc les militaires à remettre le pouvoir donc à Ibeka. Je pense que ce qui serait réaliste serait plutôt de faire en sorte que rapidement on fasse une transition la plus courte possible et organiser des élections libres, transparentes et équitables pour que, évidemment, celui que le peuple aura réellement choisi puisse arriver au pouvoir. Mais demander à ce que Ibeka soit rétabli me paraît vraiment tout à fait illusoire, parce que quel sera alors le sort qui serait réservé aux militaires poutistes. Donc ils ne peuvent pas, de mon point de vue, accepter une telle solution parce qu'il y va de leur survie, et de toutes les façons ça serait une solution qui n'est pas conforme avec les revendications légitimes du peuple libre du Mali. Donc il me semble que les institutions doivent faire un peu l'effort de se rapprocher de leur position aux positions ou aux idéaux
j'allais dire, aux aspirations des peuples qu'ils sont censés représenter et incarner. Parce que nous avons comme l'impression, pour ce qui concerne les institutions africaines, que les citoyens sont à part et les institutions sont à part. Ce qui disent les institutions sont tout à fait, totalement différents souvent des préoccupations populaires. Ce qui m'amène à dire qu'on a un effort à faire pour que ces institutions-là soient vraiment des institutions démocratiques qui parviennent à défendre les intérêts vraiment des populations au-delà des intérêts des institutions et de ceux qui les animent. Parce que si cela a été pris en compte, on s'apercevrait que dans tous les cas, le régime Ibeka était en fin de parcours du point de vue de la légitimité et du point de vue même de sa capacité à pouvoir continuer à gouverner dans la sérénité et de manière harmonieuse. Donc il me semble que quand on arrive à un tel niveau justement de rupture entre le peuple et ses représentants, ailleurs on organise des élections anticipées. Puisque vous voyez pourquoi en Europe il n'y a jamais eu de coup d'État. C'est parce que tout simplement, quand les régimes arrivent à un niveau de manque de légitimité, c'est des élections anticipées qu'on organise pour départager. Quand il y a des questions essentielles qui divisent la population, c'est des élections anticipées ou un référendum qu'on organise pour permettre à tous les citoyens, partout où ils sont, de pouvoir s'exprimer en toute liberté, en toute légitimité. Mais en Afrique, du fait justement de ces décalages entre les institutions et les citoyens, du fait justement de l'incapacité institutionnelle de population à pouvoir renverser démocratiquement les régimes, finalement on adopte les solutions faciles qui sont les coups d'État militaires, qui sont de toute évidence une régression de notre démocratie et qui sont de toute évidence un recul parce que tout simplement elles arrêtent le fonctionnement normal des institutions et ils introduisent une violence armée dans la vie politique, ce qui n'est pas tout à fait souhaitable. On aurait dû trouver des mécanismes beaucoup plus démocratiques par lesquels, quand un régime est devenu vraiment illégitime, qu'il puisse de lui-même faire son analyse de situation et qu'il organise les élections en bonne et due forme pour quitter le fauteuil dans le respect mutuel entre lui et le peuple. Mais malheureusement, pour les pays africains, puisque le pouvoir rime avec aussi des réalisations matérielles et financières et de positions sociales, alors quand on y accepte, on ne veut plus quitter. Et ça crée des frictions, ça crée des frustrations et ça crée un blocage dans le fonctionnement des institutions parce que tout simplement, les institutions se confondent aux personnes qui les animent. Ailleurs, vous servez les institutions, mais dans les pays africains, on se sert des institutions pour se réaliser en tant que personne. Donc, cela doit être nécessairement amélioré de mon point de vue pour que notre démocratie puisse trouver, en tout cas, un meilleur chemin, puisse avoir une meilleure qualité. Puisque maintenant, vous voyez, après 30 ans de processus démocratique, en Afrique, on assiste toujours à ce type de renversement. Quand vous prenez l'Afrique du Nord avec ce qui s'est passé avec le printemps arabe et plus récemment avec l'Algérie, vous voyez toujours que c'est des contestations qui finissent par balayer. Si vous prenez ici à côté de chez nous, ici au Burkina Faso, la durée du régime de Blaise Compaoré a fait naître une frustration extrême de sorte que les populations sont sorties effectivement contestées. Mais il aurait fallu également là aussi une intervention armée pour pouvoir dégager ces régimes devenus totalement impopulaires, corrompus et qui ne répondent plus aux aspirations populaires. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.